Bienvenue sur JK raconte une histoire où se déploient des drames de la vie réelle. Installez-vous confortablement et profitez de l'histoire d'aujourd'hui. C'était un de ces lundis mouvementés qui donnent le ton d'une semaine difficile. J'étais épuisé en conduisant mon BMW X5 sur la longue route sinueuse menant à notre maison, seulement pour voir une berline noire garée dans notre allée circulaire, juste devant l'entrée. C'était inhabituel pour notre maison et j'ai eu un mauvais pressentiment en garant le SUV. J'ai appelé pour faire savoir à Rebecca que j'étais rentré, puis j'ai entendu une voix discrète venant du salon. J'ai trouvé Rebecca sur le canapé, fixant une tasse de café, les mains croisées sur ses genoux. Je savais que ce ne serait pas une bonne nouvelle, et je me suis préparé. « Chérie, tout va bien ? Pourquoi y a-t-il une voiture de transport dans notre allée ?» Elle ne m'a pas regardé, baissant la tête en prononçant ces mots qu'on ne lit que dans les livres et qu'on espère ne jamais entendre de la part de quelqu'un qu'on aime. « Chérie, quelque chose est arrivé. Il faut qu'on parle. » Avant de vous raconter cette scène, permettez-moi de me présenter. Je suis Jake Harrison, bien que la plupart des gens m'appellent Jake. Je suis le propriétaire de Harrison Fitness Centers, la plus grande chaîne de salles de sport du nord du Texas. Mon père a fondé le premier établissement en 1985, et nous avons maintenant 18 sites à travers Dallas-Fort Worth. Papa est semi-retraité, mais possède toujours l'entreprise. J'hériterai de tout quand il sera prêt à se retirer complètement. En attendant, je gère les opérations quotidiennes pendant qu'il profite de son golf et de sa pêche. Beaucoup me qualifieraient d'homme alpha, une étiquette que je n'apprécie pas vraiment. La vérité, c'est que je suis plutôt un géant doux. Je mesure 1,88 m et je suis bâti solidement. Grâce à une bonne génétique et à plus de 20 ans de travail acharné aux côtés de mon père. Papa m'a fait apprendre le métier depuis la base. Il m'a enseigné la valeur du travail honnête. C'était difficile. Il me traitait comme n'importe quel autre employé, déterminé à me rendre fort. Après quelques blessures et de nombreux muscles endoloris, j'ai appris ce que signifiait le vrai travail. J'ai aussi appris l'intégrité à la dure. Quand je faisais des erreurs enfant, les corrections de papa étaient rapides et mémorables. Une fois, j'ai maltraité ma sœur cadette et j'ai été impoli envers notre mère. Je me souviens encore de la leçon que papa m'a donnée concernant ce comportement. Dès mon plus jeune âge, il m'a appris à ne jamais manquer de respect aux femmes. Elles méritent notre protection et notre honneur. On attendait de moi que je sois poli et respectueux. Grâce à ces premières leçons, je suis devenu protecteur envers ma sœur et mes amis, peut-être trop. Je les chérissais et traitais les femmes avec attention et respect. Je leur ai toujours fait confiance car je crois qu'elles méritent mieux que ce que certains hommes leur offrent. À l'ancienne peut-être, mais c'est comme ça que j'ai été élevé. Je n'ai jamais cherché les bagarres, mais ma taille intimidait la plupart des gens, ce qui mettait généralement fin au conflit avant qu'il ne commence. J'ai empêché de nombreuses situations de dégénérer par ma seule présence. Il y a eu un incident à l'université où quelqu'un n'a pas voulu reculer et m'a même asséné un coup de poing. Je me suis défendu et l'ai envoyé à l'hôpital avec une mâchoire cassée. Cet incident m'a hanté pendant des mois, en voyant ce que ma colère pouvait faire une fois déchaînée. Depuis, j'ai travaillé dur pour contrôler mon tempérament, mais j'ai toujours su que cette capacité à la violence était toujours là, enfouie au plus profond de moi. Mon attitude envers les femmes s'est prolongée à l'âge adulte. J'ai continué à les traiter avec respect et attention. Cependant, dans les moments intimes, je n'étais pas doux. Ma nature passionnée venait probablement d'un excès d'énergie et d'impulsion. Les femmes semblaient apprécier ma présence physique et mon intensité. Je n'ai jamais eu de plainte concernant notre lien, bien que certaines partenaires m'aient dit qu'elles auraient souhaité que je sois plus tendre et affectueux après. J'ai essayé, mais cela m'a toujours semblé forcé car mon instinct était simplement d'exprimer mes sentiments passionnément. On m'a dit qu'être avec moi était comme une expérience intense, excitante et bouleversante. Malheureusement, je n'ai jamais appris le côté plus doux que certaines femmes préfèrent. J'ai rencontré Rebecca alors que je travaillais sur la rénovation du bâtiment de son studio de danse. Nous n'étions pas exactement ce que l'on pourrait appeler un couple assorti. Elle mesurait 1,65 m et pesait peut-être 52 kg, délicate avec de longues jambes et des mouvements gracieux. Elle était toujours vêtue de sa tenue de danse, ce qui soulignait sa féminité naturelle. Elle était le rêve de tout homme et je ne me serais jamais considéré comme un partenaire potentiel pour une femme aussi élégante. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a eu une alchimie entre nous. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons immédiatement commencé à parler et à nous entendre mieux que je n'aurais pu l'imaginer.
Il m'a fallu une éternité pour prendre mon courage à deux mains et l'inviter. Mais après qu'elle m'ait demandé pourquoi j'étais si timide, je l'ai finalement invitée à prendre un café. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble sérieusement. Nous étions bien ensemble, nous avons apprécié notre temps, et elle semblait apprécier notre lien passionné. Elle m'a dit que tous les hommes avec qui elle avait été auparavant étaient beaucoup moins intenses. Ils étaient aimants et affectueux, mais elle a expliqué qu'elle aimait la force et l'excitation que nous partagions. Elle était incroyable, et j'ai vécu certains des meilleurs moments de ma vie avec cette femme gracieuse. Le propriétaire de la salle de sport et la danseuse délicate formaient un couple intéressant. Nous nous sommes mariés un an après notre rencontre. Elle aimait faire partie du monde des arts du spectacle, à la fois le théâtre et la danse. Elle a été adoptée à la naissance par Robert et Margaret Walsh, un couple irlando-américain de Dallas, et élevée avec de fortes valeurs familiales. Les pères irlandais sont réputés pour protéger leurs filles. Et Robert ne faisait pas exception. En raison de son amour pour la danse, la plupart des hommes qu'elle avait connus étaient des types artistiques, de nombreux danseurs et acteurs masculins plus préoccupés par l'apparence et l'image de soi que par la masculinité traditionnelle. Rebecca a développé une passion pour la danse moderne, le mouvement contemporain et le jazz, remportant de nombreux prix tout au long de sa formation. Elle a obtenu un diplôme en danse, et ses parents l'ont aidée à ouvrir un studio dans le Dallas Art District afin qu'elle puisse bâtir sa carrière. Son studio de danse a rapidement connu le succès, en grande partie grâce à son talent, sa réputation et son amour sincère de l'art. Dallas possède une scène théâtrale en pleine croissance, et le talent de Rebecca a attiré de nombreux clients. Certains artistes notables sont devenus ses élèves, et son studio a reçu une reconnaissance régionale. Rebecca a remporté plusieurs prix de danse, faisant de son studio une destination à Dallas pour quiconque prend la danse au sérieux. À propos de la performance. Sébastien Drake était l'un des metteurs en scène les plus couronnés de succès de la région. Connu pour son succès auprès des femmes, son train de vie coûteux et sa belle apparence, il était l'idéal de toute femme avec son physique frappant. Grand, svelte et beau, avec des cheveux foncés jusqu'aux épaules qui étaient devenus sa marque de fabrique. Les femmes trouvaient son intensité artistique et sa réputation créative irrésistible. Sa réputation était toujours mentionnée dans les publications théâtrales et la couverture artistique, et il était constamment photographié avec des mannequins et des actrices. On disait également qu'il avait causé plusieurs ruptures de relations dans le monde du spectacle. Les magazines d'art interrogeaient les femmes qu'il fréquentait, et elles louaient toujours son charme et sa passion créative. Lorsque Rebecca venait de remporter son dernier prix régional, Sébastien se trouvait à Dallas pour travailler sur une nouvelle production et s'arrêta à son studio pour la rencontrer personnellement. Il estimait qu'une personne aussi talentueuse qu'elle méritait son attention, et il la trouvait séduisante et intrigante. Il s'intéressait à elle depuis qu'il l'avait vue se produire lors d'une exposition artistique dans ce magnifique costume blanc, et il savait qu'elle finirait par être à lui. Après que Sébastien eut courtisé Rebecca, ils se fiancèrent et semblaient heureux jusqu'à ce que Rebecca le surprenne avec l'une des autres danseuses du studio. La presse artistique locale adora l'histoire, et Rebecca devint connue grâce à sa trahison. Elle était en colère d'être tombée si profondément amoureuse de cet homme et furieuse qu'il lui ait brisé le cœur. Rebecca rompit les fiançailles et ne lui avait plus parlé depuis. Au début, Rebecca était tombée amoureuse de tout le prestige et la reconnaissance artistique qui les entourait en tant que couple. Quand elle s'était donnée à lui, elle pensait qu'ils seraient ensemble pour toujours. Elle l'aimait profondément, mais après sa trahison, elle était brisée et lutta contre la dépression pendant plus d'1 an. Son père était furieux et voulait confronter l'homme qui avait blessé sa fille, mais la famille le convainquit de se calmer et de laisser du temps au temps. Ce fut 1 an après que Sébastien eut quitté Rebecca qu'elle rencontra Jake. Il était complètement différent de tous les hommes qu'elle avait connus. Jake était fort, un peu bourru, mais gentil et respectueux. Il n'avait pas de coupe de cheveux coûteuse et n'avait probablement pas rasé depuis des jours. Il était l'exact opposé de tous les hommes qu'elle avait connus ou fréquentés. Elle était frustrée que ses tentatives pour qu'il l'invite à sortir échouent. Alors, elle finit par l'affronter avant qu'il ne quitte le bâtiment qu'il rénovait pour l'agrandissement de son studio. « Jake, puis-je te parler 1 minute ?»« Bien sûr, Rebecca. Comment puis-je t'aider ? Je me suis renseigné et je sais que tu es célibataire et que tu ne sors avec personne. Je me demande pourquoi tu ne m'as pas invité à sortir après tous les signaux que je t'ai envoyés. Tu ne m'aimes pas ou je t'ai offensé d'une manière ou d'une autre ? » Choqué, il resta là un long moment la bouche ouverte avant de finalement parler. « Tu plaisantes ? Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue.
Et je suis sûr que tous les gars qui travaillent pour moi adoreraient t'inviter à sortir. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Eh bien, 2 raisons. Premièrement, tu es ma cliente et ce serait non professionnel. Mais la vraie raison est que tu es tellement hors de ma portée que je n'aurais même pas osé rêver que tu accepterais une invitation de quelqu'un comme moi. Son rire le choqua encore plus et lui donna envie de courir vers son SUV. Tu es ridicule. C'est toi qui es hors de ma portée. Tu me traites avec tant de prévenance et de gentillesse, et tu n'essaies pas de m'impressionner comme tous les autres hommes que je connais. Je te trouve extrêmement attirant et rafraîchissant, pas du tout comme les hommes à qui je parle tous les jours. Je veux que tu m'invites à un rendez-vous, et quoi que nous fassions, je te promets que j'apprécierai de le faire avec toi. Ce jour-là marqua le début d'une relation de 2 ans qui se termina par un mariage. Rebecca était fascinée par Jake et sa façon de vivre. Pas de prétention, de fausses relations ou de frimes. Ce qu'elle voyait, c'était un homme fort qui aimait et respectait les femmes. Autant Jake était tendre avec elle le jour, autant il était passionné et intense dans les moments intimes. Leur connexion était puissante et dévorante. Une nuit, Jake commit l'erreur de l'interroger sur ses relations passées. Et quand elle compara son expérience avec Jake à celle avec Sébastien, c'était comme comparer la terre et le ciel. Elle lui dit que Sébastien ne se souciait que de lui-même et n'avait jamais établi de connexion avec elle comme Jake le faisait. Au fond d'elle, elle était toujours satisfaite et aimait l'enthousiasme de Jake, même si parfois l'approche douce de Sébastien lui manquait. Elle était profondément amoureuse de Jake, et ils partageaient des moments intimes presque chaque nuit. Après 5 ans de mariage, tout allait pour le mieux. Son studio était rentable, et sa sœur cadette aidait maintenant à gérer les affaires. Sophia avait également été adoptée par Robert et Margaret Walsh lorsqu'elle était enfant. Ainsi, les sœurs n'étaient pas liées par le sang, mais avaient grandi ensemble comme une famille. Sophia suivit les traces de sa sœur et devint la partenaire de confiance de Rebecca. Sophia n'avait pas les talents naturels de Rebecca, mais elle était tout aussi attirante et extravertie, seulement 5 ans plus jeune et pleine d'énergie. Jake gérait maintenant l'entreprise au quotidien et son père vieillissait. Il était prêt à prendre la relève complètement avec la bénédiction de son père. Papa avait maintenant 70 ans et savait qu'il voulait profiter de ses années actives restantes. Il avait fait préparer par des avocats des plans pour le transfert de propriété éventuel. Les 2 entreprises étant très prospères, leurs avocats avaient recommandé des contrats de mariage avant qu'ils ne se marient. Ni Rebecca ni Jake ne s'en souciaient et acceptèrent les recommandations de leurs avocats. Rebecca était profondément amoureuse de Jake qui continuait de la traiter comme une reine le jour et de l'aimer passionnément la nuit. Ils appréciaient tous 2 leur vie et, malgré leurs origines différentes, ils formaient le couple parfait. Rebecca continuait de porter sa tenue de danse la plupart du temps. Et chaque fois que Jake voyait sa silhouette gracieuse dans ses vêtements, cela le rendait fou de désir. Elle savait ce qu'elle faisait et aimait faire plaisir à son mari. Il y a quelques années, nous avions partagé nos histoires relationnelles et nous avions tous 2 eu des expériences douloureuses similaires. Marie-Jo m'avait trompé avec un de mes bons amis et m'avait brisé le cœur. J'ai expliqué à quel point je déteste les infidèles. Et que toute relation dans laquelle je m'engagerais serait exclusive. Elle connaissait mon passé et ma nature protectrice, et elle a promis de ne jamais me donner de raison de m'inquiéter. Nous connaissions tous les 2 la douleur d'être trompés et nous nous sommes promis de ne jamais nous trahir mutuellement. Avant de nous marier, nous avons écrit nos vœux ensemble et avons convenu de les respecter de tout notre cœur. C'était il y a 5 ans et notre mariage était solide. Nous avons décidé de commencer à fonder une famille et de passer à l'étape suivante de nos vies. Rebecca était arrivée à un point où le studio avait de bons instructeurs pour assurer son fonctionnement, et je gagnais assez pour que nous n'ayons pas besoin de son revenu. Mais elle aimait son studio de danse et son succès. Nous discutions de la façon dont elle pourrait commencer à céder le contrôle à Margaret, son instructrice principale, quand quelque chose a semblé différent. Une nuit, Rebecca a expliqué qu'elle voulait attendre 6 mois avant que nous commencions à avoir des enfants afin de pouvoir saisir une opportunité théâtrale majeure. Elle ne pensait pas que Margaret pourrait gérer le studio complètement seule pour l'instant. Elle a expliqué qu'il faudrait quelques mois pour tout finaliser, puis quelques mois supplémentaires pour s'assurer que la transition du studio était en place. C'était une excellente opportunité et bien sûr, j'ai accepté. Pendant ces mois, elle a dû travailler tard et passer quelques soirs par semaine à travailler avec divers groupes de théâtre dans la région de Dallas-Fort Worth. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps ensemble pendant cette période, ce qui a affecté notre vie intime. Elle s'est réduite à 1 ou 2 fois par semaine. Elle a promis qu'après avoir terminé ce projet, elle se rattraperait et que tout reviendrait à la normale.
Quand elle était occupée par un projet, elle devenait plus distante que d'habitude, mais je lui ai laissé de l'espace, sachant que cela se terminerait bientôt. J'ai continué à bien la traiter et à lui apporter le soutien dont elle avait besoin. Avec quelques mois restants, j'ai essayé d'être compréhensif jusqu'à cette nuit où je suis rentré à la maison et j'ai vu une berline devant notre maison. Quand je suis entré dans la maison, j'ai vu Rebecca sur le canapé, vêtue d'une tenue décontractée chic, ce qui n'était pas son style habituel. Comme je l'ai dit, elle portait habituellement ses tenues de danse ou des vêtements confortables à la maison parce qu'elle savait à quel point cela m'affectait. Elle avait l'air sérieuse aujourd'hui et je savais que quelque chose n'allait pas. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé et elle m'a pris les mains et s'est excusée avant même de commencer à parler. Je me suis senti anxieux quand elle a commencé à parler. « Chérie, je suis désolé que ce soit si soudain, mais c'était de dernière minute. J'ai reçu un appel ce matin et je ne voulais pas te le dire par téléphone. Tu sais, tout le travail que j'ai fait avec les groupes de théâtre régionaux et maintenant il y a eu une urgence avec l'actrice principale. » Elle a fait une pause, se reprenant. L'actrice qui devait jouer le rôle principal féminin dans la nouvelle production de Sébastien a eu une urgence familiale et a dû se retirer. Elle est confrontée à une crise et ils ont besoin d'une remplaçante immédiatement. Toute la production est en péril. Ils ont vendu des milliers de billets et les emplois de dizaines de personnes en dépendent. Sébastien m'a recommandé pour le rôle. Mon estomac s'est noué. Sébastien, ton ex-Sébastien. Oui, mais Jake, c'est purement professionnel. J'étais déjà envisagée comme remplaçante. C'est l'opportunité pour laquelle je travaille depuis des mois. C'est une production régionale majeure et si elle réussit, cela pourrait tout signifier pour ma transition de carrière vers le théâtre. Alors, tu pars travailler avec ton ex-fiancé? Oui, mais ce n'est que pour des répétitions intensives à Austin. Tu sais, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Je t'aime et tout cela sera fini avant que tu ne t'en rendes compte. J'ai travaillé si dur pour cela et je suis enfin à la ligne d'arrivée. S'il te plaît, ne sois pas fâchée. Rebecca, je ne t'ai jamais dit comment gérer ton entreprise, et je ne me suis pas plaint de ton travail théâtral, mais j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Je préférerais que tu n'y ailles pas et que tu restes ici avec moi. Nous n'avons pas besoin de ce rôle ou de cette reconnaissance. S'il te plaît, ne prends pas ce poste. Avec un sourire triste, elle a dit, « Jake, je t'aime, mais c'est mon objectif depuis des années. S'il te plaît, ne sois pas fâché, et fais-moi confiance, je vais bien et je serai de retour dans tes bras dans quelques jours seulement. » Sachant qu'elle était sur le point de partir et me sentant vaincu, j'ai demandé, « Quel est ton itinéraire? Comment y vas-tu? » J'ai laissé les informations de l'hôtel sur la table. Sébastien a organisé le transport puisque la compagnie théâtrale a un budget limité. Nous y allons en voiture ensemble pour pouvoir répéter pendant le trajet. En voiture ensemble? Juste vous deux? Elle a hésité une seconde et a décidé de dire la vérité, comme toujours. Oui, mais Jake, c'est purement pour le travail. Il a suggéré que nous utilisions le temps de trajet pour réviser le script et le placement. Ce n'est qu'un trajet de 3 heures jusqu'à Austin, et nous travaillerons tout le temps. Je ne savais pas quoi dire alors que la jalousie montait en moi, de même que ma colère. Elle a dû voir la douleur et la peine sur mon visage et a essayé de m'embrasser, mais je me suis simplement levé et j'ai quitté la pièce. Je suis sorti jusqu'à mon SUV et je suis parti sans dire au revoir. Au fond de moi, je ne pensais pas avoir de raison de m'inquiéter. Mais en me souvenant des derniers mois et de son comportement, et maintenant de son départ avec Sébastien sans prévenir, j'ai été envahi par la jalousie et la suspicion. Rebecca a quitté la maison en larmes. Sachant que Jake souffrait, elle savait qu'il n'y avait pas de façon facile de lui parler de cette production et de la nécessité de travailler avec Sébastien. Elle a juste prié pour qu'il la laisse partir, qu'elle termine le rôle et qu'il lui fasse confiance. Alors qu'elle roulait dans la voiture de Sébastien vers Austin, elle a pleuré, se sentant coupable de partir de cette manière. Elle a réalisé que ne pas l'expliquer correctement et ne pas avoir dit plus tôt à Jake qu'elle pourrait travailler avec Sébastien était une erreur. Elle espérait qu'il ne la remettrait jamais en question ni ne lui demanderait plus de détails. Elle savait qu'il était insensé de penser qu'il ne serait pas inquiet. Mince, ça ne s'est pas bien passé. Je savais quand ils m'ont appelé à midi et m'ont donné 6 heures pour me préparer que ça allait être une journée difficile. Le problème dans ce métier, c'est que tu n'as pas de contrôle, surtout quand tu essaies de t'établir dans un nouveau domaine. Je ne m'attendais pas à ce que Jake comprenne complètement, mais je priais pour qu'il soit raisonnable.
Le voir partir en colère lui a donné envie de rester et de le réconforter. Mais elle devait partir. Trop de gens comptaient sur elle, et c'était le rêve de sa vie. Il aurait dû comprendre et lui faire confiance. Le pire était l'organisation du voyage. Elle ne pouvait pas croire qu'elle devait conduire seule avec Sébastien pendant 3 heures. Elle n'avait pas l'intention d'être seule avec lui quand elle a parlé à Jake de l'implication de Sébastien. Elle a réalisé qu'elle l'avait involontairement profondément blessé. Alors qu'il quittait Dallas, elle a pris son téléphone et lui a envoyé un message après qu'il n'ait pas répondu à ses appels. Elle a réalisé à quel point il était en colère. Il répondait toujours à ses appels. « Jake, je t'aime et je sais que tu me fais confiance. Je n'ai eu d'autre choix que de saisir cette opportunité et j'espère que tu m'aimes assez pour comprendre. S'il te plaît, ne sois pas jaloux et ne pense pas que je ferai quoi que ce soit pour te blesser. Je suis désolé de ne pas avoir mentionné l'implication de Sébastien plus tôt, mais il fait partie de la compagnie de théâtre et cela a été arrangé par les producteurs sans ma contribution. Tu sais ce que je pense de lui et tu n'as aucune raison de t'inquiéter. S'il te plaît, ne sois pas jaloux ou en colère. Il ne représente absolument rien pour moi et j'espère que tu le sais. S'il te plaît, réponds à ton téléphone quand j'appellerai plus tard. C'est si dur pour moi de partir comme ça. Et j'ai besoin de t'entendre dire que tu m'aimes et que tout va bien entre nous. S'il te plaît. Je t'aime, mon chéri. Arrangement de dernière minute. L'implication de Sébastien. Elle ne l'a pas mentionné. Ça sent le roussi. C'est encore l'histoire de Marie-Jo. Mais cette fois, je ne me tairai pas, arrête de m'appeler, chéri. Je ne répondrai pas à tes appels quand tu pars comme ça. Oui, peut-être que j'agis de manière immature et que je ne devrais pas être jaloux, mais après la façon dont elle s'est comportée depuis le début de ce projet et le fait qu'elle ne m'ait pas parlé de Sébastien, ça ne me semble pas normal. J'ai appris à faire confiance à mon instinct, et maintenant il me dit qu'il y a lieu de s'inquiéter. Je me suis arrêté dans un bar local et j'ai lu son message tout en buvant mon 2e verre. Ma colère s'était un peu calmée à ce moment-là, et j'ai essayé de croire que c'était juste quelque chose de soudain. Ses appels continuaient, mais je n'ai pas répondu. Puis j'ai reçu son message. Après l'avoir lu, j'ai essayé d'être compréhensif et j'ai réalisé que je n'avais d'autre choix que de lui faire confiance et d'attendre son retour. Je n'étais pas content, mais je ne pouvais pas contrôler la situation. Même après avoir lu son message sincère, j'ai continué à agir de manière enfantine et je n'ai pas répondu à ses appels ou à ses messages, car je n'avais jamais manqué ses appels ou messages auparavant. Elle devait savoir que j'étais en colère. Plus tard cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison, sa sœur Sophia a appelé et a essayé de me calmer. « Salut Sophia, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai répondu « Salut grand frère, Rebecca dit qu'elle a fait une bêtise et qu'elle se sent très mal. J. Veux que tu saches qu'elle a pleuré pendant tout le trajet jusqu'à Austin aujourd'hui, mais crois-moi, aucun de nous n'était au courant avant cet après-midi. Si elle voulait ce rôle, elle devait partir. Elle n'avait pas le choix. Rien n'était prévu à l'avance, et elle ne savait pas qu'elle voyagerait avec Sébastien avant que la compagnie de théâtre n'appelle. Jake, elle t'aime, et rien d'inapproprié ne se passe. Tu vas t'en remettre. Tu veux que je vienne? Merci d'avoir appelé, ma belle. Ça ira. Je suis juste contrarié par la façon dont elle agit depuis 6 mois. Et il semble trop opportun qu'elle soit partie ainsi pour travailler avec Sébastien sans préavis. Je me sens stupide d'avoir laissé ça arriver. Et je ne sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Pour une raison quelconque, j'ai l'impression qu'on m'a piégé. Et si tu me connais un tant soit peu, tu sais que je ne suis pas le genre de personne à tolérer ça. Je ne lui parlerai pas avant qu'elle ne revienne. Et ensuite, je déciderai de la suite. Jake, arrête. Rien d'inapproprié ne se passe. C'est juste une opportunité d'affaires et tout reviendra à la normale la semaine prochaine. Juste une opportunité d'affaires. Un voyage de dernière minute à Austin avec son ex-fiancé pour quelques nuits dans le même hôtel. Oui, bien sûr, rien ne se passe. Jake, où es-tu? Tu dînes avec moi ce soir. Sophia ressemblait à sa sœur, seulement quelques centimètres plus grande. Elle n'avait pas les mêmes talents artistiques que Rebecca, mais elle était très intelligente, avait un master en commerce et était comptable agréée. Elle gérait les finances de l'entreprise de Rebecca et aidait aux opérations quotidiennes lorsque Rebecca était absente. Elle était plusieurs années plus jeune que sa sœur adoptive.
Sofia était tout aussi attirante, et nous étions devenus proches quand je suis devenu son beau-frère. Il n'y a jamais eu rien d'inapproprié entre nous puisque j'étais entièrement dévoué à Rebecca et n'avais Dieu que pour elle. Mais si je suis honnête, quand je l'ai vue entrer dans le restaurant dans cette robe ajustée, c'était la première fois que je la voyais différemment. J'ai rapidement repoussé cette pensée et nous avons eu un dîner agréable. Quand nous avons eu fini, Sofia m'a convaincu que j'étais trop émotif et m'a dit de me détendre et de faire confiance à Rebecca. Elle a dit qu'elle aurait su si quelque chose se passait. Mais la seule chose plus importante pour Rebecca que son entreprise, c'était moi, son mari. Sofia m'a dit à quel point sa sœur m'aimait et qu'elle ne l'avait jamais vue aussi heureuse. J'ai écouté et je me suis senti beaucoup mieux, mais au fond de moi, mon instinct restait méfiant. Au moins, les boissons, le dîner et la compagnie ont calmé mes nerfs, et j'ai pu bien dormir après avoir éteint mon téléphone portable. À cause de la façon dont elle était partie, je n'avais toujours aucune intention de lui parler avant son retour et j'ai continué d'ignorer ses appels et ses messages. Céline, mon assistante depuis 5 ans, était proche de moi et faisait partie intégrante de ma vie quotidienne. Elle avait travaillé dans le marketing du divertissement avant de rejoindre mon entreprise, ce qui m'a donné une idée le lendemain matin. Dès son arrivée, je lui ai raconté toute l'histoire et j'ai dit que j'étais peut-être paranoïaque, mais que j'avais un mauvais pressentiment concernant leur voyage. Grâce à ses contacts, elle a trouvé une agence de détectives privée réputée à Austin. Ils n'étaient pas enchantés par le court préavis, mais ils ont accepté de faire une surveillance de base au cours des 2 jours suivants. J'ai clairement indiqué que c'était important pour moi et que j'étais prêt à payer leurs tarifs préférentiels. Les enquêteurs connaissaient déjà Sébastien de réputation sur la scène théâtrale du Texas. Combiné aux photos de ma femme à l'hôtel où il logeait, il pourrait effectuer une observation discrète. Il ferait un rapport d'activité, bien qu'ils aient prévenu qu'une surveillance exhaustive prenait du temps à organiser correctement. En fin de soirée, j'avais reçu un court rapport accompagné de quelques photos prises dans des lieux publics. À ma grande déception, les images confirmaient que mes craintes étaient justifiées. Les photos les montraient ensemble pendant ce qui semblait être des pauses de répétition, marchant côte à côte, et une image d'eux s'embrassant devant le bâtiment du théâtre. Bien qu'il puisse s'agir de gestes innocents entre collègues, l'intimité décontractée entre eux était indéniable. Mes soupçons confirmés, je pris une décision qui allait tout changer. J'ai demandé à Solène d'annuler mes rendez-vous pour le lendemain et de réserver une chambre d'hôtel à Austin. Je prenais la route cet après-midi-là pour voir par moi-même ce qui se passait réellement. Je n'avais pas de plan détaillé, mais je savais que je ne pouvais pas à rester à Dallas à me poser des questions. Comme c'était notre anniversaire aujourd'hui, je me suis arrêté chez un fleuriste et j'ai acheté une douzaine de roses et 5 roses individuelles. Une rose pour chaque année de mariage. C'était notre tradition. Et même dans ma colère, je ne pouvais pas l'abandonner complètement. Avec les fleurs dans mon SUV et la détermination comme moteur, je pris la direction d'Austin, arrivant vers 20h30. Je savais que l'équipe du théâtre serait probablement en train de dîner et de prendre un verre après leur journée de répétition. Alors, je me suis enregistré à mon hôtel et j'ai essayé de planifier ma prochaine action. À ce stade, je n'étais pas sûr de ce que j'avais l'intention de faire. Une partie de moi espérait les trouver respectant les limites professionnelles, ce qui me permettrait de surprendre Rebecca avec des fleurs d'anniversaire et de m'excuser de mes soupçons. Une autre partie de moi craignait de découvrir quelque chose qui détruirait notre mariage. J'ai décidé d'être direct. J'irai à leur hôtel, je les trouverai et je verrai exactement ce qui se passait entre eux. Si Rebecca était fidèle, je célébrerai notre anniversaire et demanderai pardon. Sinon, j'assumerai les conséquences. Cependant, mes plans changèrent complètement lorsque mon téléphone sonna avec un nouveau message texte à 21h45. Plus tôt ce soir-là, Sébastien avait convaincu Rebecca de le rejoindre pour un dîner privé dans sa suite d'hôtel afin de discuter de la motivation des personnages et de répéter des scènes intimes loin des distractions du restaurant de l'hôtel. Il lui dit qu'il était important pour leur alchimie sur scène qu'ils soient à l'aise l'un avec l'autre en dehors de la scène. Rebecca accepta à contre-cœur, pensant que c'était purement professionnel. Pendant le dîner, Sébastien n'arrêtait pas de remplir son verre de vin et d'orienter la conversation vers leur relation passée. Il parla de combien elle lui avait manqué, et comment travailler de nouveau avec elle lui avait fait réaliser l'erreur qu'il avait commise. Rebecca tenta de maintenir la conversation centrée sur la pièce, mais le vin la rendait inhabituellement détendue et désorientée. Sébastien, voyant son opportunité et sachant exactement ce qu'il faisait, attendit qu'elle devienne somnolente et désorientée par la combinaison du vin et du sédatif qu'il avait glissé dans sa boisson.
Quand Rebecca s'endormit sur le canapé de la chambre d'hôtel, Sébastien la déplaça avec précaution vers le lit, lui retira ses vêtements extérieurs pour rendre la scène intime, et commença à prendre des photos avec son téléphone. Il fit attention à ne pas franchir certaines limites. Son but était l'humiliation et la manipulation par la photographie, mais il la positionna de manière à la rendre compromettante aux yeux de son mari. Sébastien vit le téléphone de Rebecca et, connaissant son code d'accès pour l'avoir vu l'utiliser lors de leur précédente relation, le déverrouilla avec son empreinte digitale pendant qu'elle dormait. Il prit plusieurs photos de Rebecca semblant dormir paisiblement dans son lit, son alliance visible sur la table de chevet à côté d'elle. Sachant que son mari Jake était à des heures de là et injoignable, Sébastien ressentit un désir irrésistible de détruire le mariage qui avait remplacé sa propre relation avec Rebecca. Au cours des derniers mois, malgré tous ses efforts pour reprendre contact avec elle, elle lui avait constamment parlé de son amour pour Jake et de leur mariage épanouissant. Rebecca avait clairement indiqué qu'elle ne serait jamais avec un autre homme, surtout pas après ce que Sébastien lui avait fait auparavant. Son ego ne pouvait pas supporter le rejet, et c'est à ce moment-là qu'il commit son erreur fatale. Utilisant le téléphone de Rebecca, il ouvrit l'application de messagerie, trouva le nom de Jake et composa un message destiné à causer une douleur maximale. « Jake, je voulais que tu saches que Rebecca est revenue vers moi ce soir. Certaines choses ne changent jamais. Elle dort paisiblement maintenant. Ne l'attends pas », il joignit la photo la plus compromettante et appuya sur envoyer. Jake était assis dans sa chambre d'hôtel, regardant les fleurs qu'il avait apportées lorsque le message arriva. Voyant que c'était du téléphone de Rebecca, il l'ouvrit, s'attendant à des excuses ou à une explication. Au lieu de cela, il vit la femme qu'il aimait, semblant dormir paisiblement dans le lit d'un autre homme, suivi de mots qui brisèrent son monde. Debout dans sa chambre d'hôtel, les roses d'anniversaire à la main et regardant la photo et le message, Jake sentit quelque chose se briser en lui. Toute la colère qu'il avait passé des années à contrôler. Toute la fureur protectrice qu'il avait gardée enfouie depuis cet incident à l'université remonta à la surface. Pour la première fois depuis l'université, Jake se sentit capable de violences sérieuses. La partie rationnelle de son esprit savait qu'il devait appeler la police, les affronter publiquement, ou simplement rentrer chez lui et demander le divorce. Mais la partie primitive de son cerveau, celle qui avait été programmée depuis l'enfance pour protéger ce qui était sien et ne jamais tolérer le manque de respect, prit le contrôle. Il attrapa les roses et se dirigea vers l'ascenseur. Sa vision se rétrécit à un seul but, affronter l'homme qui venait de détruire son mariage et de se moquer de lui par la même occasion. La montée en ascenseur jusqu'au 7e étage sembla interminable. Lorsque les portes s'ouvrirent, Jake marcha d'un pas déterminé dans le couloir jusqu'à la chambre 718. Le numéro de chambre qu'il avait obtenu de la réception de l'hôtel en prétendant être le mari de Rebecca lui apportant des fleurs. Il frappa fermement à la porte, sa stature remplissant l'embrasure. Sébastien, se sentant triomphant de sa manipulation et s'attendant au service d'étage, ouvrit la porte sans regarder par le Judas. Au lieu de cela, il se retrouva nez à nez avec un homme en colère, tenant des fleurs et rayonnant d'une rage à peine contenue. « Jake », dit Sébastien, le reconnaissant grâce aux photos que Rebecca lui avait montrées. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai eu ton message », dit Jake tranquillement, sa voix d'un calme mortel d'une manière qui aurait dû terrifier Sébastien. Le temps sembla ralentir et, pendant plusieurs longues secondes, Jake fixa l'homme qui venait de détruire son mariage. Toute sa retenue, toutes les leçons de son père sur le contrôle de son tempérament. Tout ce qui l'avait empêché de commettre des actes de violence graves depuis l'université, s'effondra à cet instant. Sébastien, se sentant toujours confiant et ne reconnaissant pas le danger dans lequel il se trouvait, fit une autre terrible erreur. « Écoute, Jake, ces choses arrivent. Elle a choisi d'être ici. Peut-être devrais-tu te demander pourquoi ta femme revient toujours vers moi. » Ce fut la dernière chose dont Sébastien se souvenait avoir dit. Le calme soigneusement maîtrisé de Jake céda finalement. Il laissa tomber les roses et frappa Sébastien avec toute la force des années de fureur protectrice accumulées. Sébastien s'effondra inconscient au sol, sa tête heurtant la table basse en tombant. Jake se tint au-dessus du corps immobile de Sébastien, respirant difficilement, ses jointures saignant. Il n'avait jamais blessé quelqu'un aussi gravement depuis l'université, et la réalité de ce qu'il venait de faire commença à s'insinuer à travers sa rage. Il entendit une voix venant de la chambre. « Sébastien, c'était quoi ce bruit ?» Rebecca apparut dans l'embrasure de la porte, manifestement désorientée et ne portant que ses sous-vêtements et le peignoir d'hôtel de Sébastien. Quand elle vit Jake se tenant au-dessus du corps inconscient de Sébastien,
son visage devint blême de choc et de confusion. « Jake, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-il arrivé à Sébastien ?» Rebecca avait du mal à reconstituer ce qui s'était passé. Elle se souvenait avoir accepté de dîner avec Sébastien, se souvenait s'être sentie de plus en plus fatiguée et désorientée, mais tout ce qui s'était passé après cela était flou. Quand elle vit Jake et Sébastien par terre, la panique s'installa. « Jake, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me souviens avoir dîné avec lui dans sa chambre, mais tout est si flou. Je crois qu'il a mis quelque chose dans mon verre. Je n'aurais jamais. Je ne me souviens de rien après le dîner. » Jake regarda sa femme, voyant sa confusion et sa détresse, et pendant un instant, sa colère fut remplacée par de l'inquiétude. Mais ensuite, il se souvint de la photo, du message moqueur. Et sa rage revint. « J'ai eu ton message texte, Rebecca. La photo que tu m'as envoyée. » « Quelle photo? » ?»« Je ne t'ai envoyé aucune photo. » Jake lui montra son téléphone. Quand Rebecca vit l'image et lut le message, elle cria « Je n'ai pas envoyé ça. Je n'aurais jamais. » « Jake, tu dois me croire. Je ne me souviens de rien de tout cela. Il a dû utiliser mon téléphone pendant que j'étais inconsciente. » Le choc et l'horreur sincère de Rebecca en voyant la photo convainquirent Jake qu'elle disait la vérité concernant le fait de ne pas avoir envoyé le message. Sébastien avait utilisé son téléphone pour le tourmenter, mais les dégâts étaient faits. Même si elle n'avait pas envoyé le message volontairement, l'image d'elle dans le lit de Sébastien était gravée dans l'esprit de Jake. « Nous devons appeler une ambulance, » dit Rebecca, s'agenouillant à côté de Sébastien et vérifiant son pouls. « Je crois qu'il est vraiment blessé. »« Il mérite d'être blessé, » dit Jake froidement. Bien qu'il commençait à réaliser les graves ennuis dans lesquels il se trouvait, « Jake, s'il te plaît. Quoi qu'il se soit passé ici, on ne peut pas le laisser comme ça, et il faut appeler la police. Il m'a drogué. » À contre-cœur, Jake aida Rebecca à appeler les secours médicaux. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ils appelaient. Rent immédiatement la police en renfort en voyant la scène. Sébastien était inconscient avec une grave blessure à la tête, et Jake était clairement l'agresseur. En moins d'une heure, Jake était en état d'arrestation pour agression. Rebecca, encore groggy à cause des drogues et traumatisée par les événements de la soirée, tenta d'expliquer à la police que Sébastien l'avait drogué et avait manipulé la situation, mais les preuves physiques étaient claires. Jake avait gravement blessé un autre homme. Le département de police d'Austin soumit Jake à la procédure d'enregistrement standard. Sa taille et la gravité des blessures de Sébastien firent qu'il fut détenu sans caution en attendant son inculpation. L'agent d'enregistrement, un détective chevronné nommé Martinez, avait vu de nombreuses disputes conjugales qui avaient mal tourné. Mais quelque chose dans cette affaire semblait différent. « Vous n'avez aucun casier judiciaire, monsieur Harrison », nota Martinez en examinant le dossier de Jake. Impeccable pendant 20 ans depuis un incident universitaire et puis ça. Que s'est-il passé là-haut? Jake, assis dans la cellule de garde à vue, portant toujours ses vêtements de la soirée, fixait ses jointures ensanglantées. Il m'a envoyé une photo de ma femme, a utilisé son téléphone pour se moquer de moi. J'ai perdu le contrôle. Votre femme dit qu'elle a été droguée. Vous le croyez? Oui, je le crois. Mais ça ne change pas ce que j'ai fait. Au matin, l'histoire avait fait la une de l'Austin American Statesman. Propriétaire d'entreprise de Dallas arrêté pour agression dans le quartier des théâtres. L'article incluait des photos de Jake emmené menotté et de Rebecca quittant l'hôpital, l'air échevelé et traumatisé. Rebecca passa la nuit à l'hôpital presbytérien d'Austin, où les médecins confirmèrent qu'elle avait été droguée. La docteure Sarah Chin, le médecin traitant, fut douce mais directe. « Madame Harrison, vous avez été définitivement droguée. La substance dans votre organisme est compatible avec ce que nous observons dans ces situations. Vous avez de la chance de ne pas avoir été gravement blessée. » Rebecca s'assit sur le lit d'hôpital, essayant de digérer tout cela. « Mon mari est en prison à cause de ça. À cause de ce que Sébastien nous a fait à tous les deux. Avez-vous envisagé de porter plainte contre Monsieur Drake? Je ne sais pas. Je ne me souviens même pas de la plupart de ce qui s'est passé. Comment prouver quelque chose quand on ne s'en souvient pas? À midi, Robert Walsh était arrivé de Dallas avec son avocat, Marcus Thompson. Robert trouva sa fille dans la chambre d'hôpital, regardant par la fenêtre. « Papa, j'ai tout gâché. Mon mariage, l'entreprise de Jake, tout.
Robert s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Tu n'as rien gâché, ma chérie. C'est ce personnage de Sébastien qui a fait ça. La question maintenant est de savoir comment nous vous protégez, Jake et vous, des conséquences. Marcus Thompson, un avocat expérimenté en droit pénal, avait passé la matinée à examiner les rapports de police et les dossiers médicaux. Lorsqu'il a rencontré Jake à la prison du comté, il était étonnamment optimiste. La bonne nouvelle est que l'analyse sanguine de votre femme prouve qu'elle a été droguée. Les images de vidéosurveillance de l'hôtel montrent Drake conduisant une femme visiblement affaiblie à sa chambre. La mauvaise nouvelle est que vous l'avez envoyée aux soins intensifs. Jake leva les yeux de la table métallique. Va-t-il s'en sortir? Commotion cérébrale, fracture faciale. Il va se rétablir, mais il devra subir des semaines de traitement médical. Le procureur envisage des accusations de coups et blessures, ce qui pourrait entraîner une peine de prison. Quelles sont mes options? Thompson se pencha en avant. Cela dépend si Drake veut porter plainte et si vous voulez porter plainte contre lui pour avoir drogué votre femme. Les négociations juridiques ont commencé cet après-midi-là. Thompson a rencontré l'avocate de Sébastien, Elizabeth Hartwell, dans une salle de conférence stérile du bureau de Hartwell au centre-ville d'Austin. Mon client a été agressé dans sa chambre d'hôtel, a commencé Hartwell. Monsieur Harrison aurait pu le tuer. Votre client a drogué Madame Harrison et l'a photographiée sans son consentement, a rétorqué Thompson. L'analyse sanguine le prouve. Et nous avons les images de l'hôtel le montrant emmenant une femme affaiblie dans sa chambre. Au Texas, c'est un crime. L'expression de Hartwell changea légèrement. Elle avait examiné les mêmes preuves et savait que son client était vulnérable. Que proposez-vous? Un retrait mutuel. Aucune accusation portée par l'une ou l'autre partie. Votre client s'en va. Mon client s'en va et nous faisons tous comme si cela ne s'était jamais produit. La police a déjà porté plainte contre votre client. Les procureurs abandonnent des accusations tout le temps lorsque les victimes refusent de coupe. Erré. Si Monsieur Drake ne veut pas témoigner, cette affaire disparaît. Les négociations ont duré plusieurs jours. Sébastien, depuis son lit d'hôpital, a d'abord insisté pour que Jake soit poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Mais à mesure que son avocate lui expliquait les conséquences potentielles de ses propres actions, sa position s'est adoucie. Si cela va en procès, ils vont vous dépeindre comme un prédateur qui a drogué une femme mariée. Votre carrière ne survivra pas à ce genre de publicité, a expliqué Hartwell à Sébastien lors d'une conférence à son chevet. Le visage de Sébastien était encore enflé à cause de l'agression de Jake, mais ses yeux étaient clairs. Elle est venue dans ma chambre volontairement après que vous ayez drogué son vin. L'analyse sanguine le prouve. Voulez-vous passer des années en prison? Pendant ce temps, Rebecca était aux prises avec sa propre décision. Le détective Martinez l'avait encouragé à porter plainte contre Sébastien, mais la perspective d'un procès public était accablante. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après le dîner, a-t-elle dit à Thompson. Comment puis-je témoigner de quelque chose dont je ne me souviens pas? Les preuves matérielles parlent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de tout vous souvenir. Mais l'attention médiatique, les questions sur mon mariage, sur la raison de ma présence là-bas au départ. Je ne peux pas le faire. Jake et moi devons nous concentrer sur la reconstruction de nos vies. Robert Walsh a donné le coup de pouce final qui a scellé l'accord. Utilisant ses relations au sein de la communauté d'affaires de Dallas, il a organisé une rencontre avec l'un des principaux mécènes de Sébastien, un philanthrope qui finançait plusieurs compagnies théâtrales à travers le Texas. Monsieur Stevenson, dit Robert lors de leur déjeuner privé. Je pense que vous devriez savoir quel genre d'homme vous soutenez financièrement. Après avoir examiné les dossiers hospitaliers et les rapports de police fournis par Robert, Stevenson fut catégorique. Si cela devient public, Sébastien Drake ne recevra plus un sou de notre fondation. Face à l'effondrement de son soutien financier, Sébastien a finalement accepté l'accord mutuel de non-poursuite. Moins d'une semaine après l'incident, toutes les accusations contre Jake ont été abandonnées et aucune accusation n'a été portée contre Sébastien. Jake a été libéré de la prison du comté de Travis un jeudi après-midi. Rebecca l'attendait sur le parking avec son père. Tous les trois sont rentrés à Dallas en silence. Chacun perdu dans ses pensées sur ce qui s'était passé. L'attention médiatique les a suivis jusque chez eux. Les chaînes d'information locales de Dallas ont repris l'histoire et, le week-end, l'agression d'un propriétaire de salle de sport d'Austin était en tête des tendances sur les réseaux sociaux.
Le récit n'était tendre ni avec Jake ni avec Rebecca. Il était dépeint comme un mari violent et possessif. Tandis qu'elle était représentée comme une femme infidèle qui avait causé tout ce désordre, les centres de fitness Harrison en ont ressenti l'impact immédiatement. Le lundi matin, Jake est arrivé à son bureau d'entreprise pour y trouver 3 avis d'annulation de la part de clients corporatifs majeurs. À la fin de la semaine, plusieurs autres avaient résilié leur contrat. Nous envisageons des pertes de revenus corporatifs importantes. Certaines adhésions individuelles aux salles de sport restent stables, mais les contrats de bien-être en entreprise disparaissent, a déclaré Tom Rodriguez, le directeur commercial de Jake, lors d'une réunion d'urgence. Jake était assis dans son bureau, contemplant la ligne d'horizon de Dallas. Combien de temps pouvons-nous fonctionner avec cette perte de revenus? 6 mois, peut-être 8 si nous sommes prudents. Le studio de danse de Rebecca a été confronté à des défis similaires. Les parents ont commencé à retirer leurs enfants des cours et plusieurs élèves adultes ont annulé leurs abonnements. Les appels téléphoniques étaient polis mais fermes. Nous avons décidé d'explorer d'autres options. Sophia a essayé de rester optimiste. Ça va passer, Rebecca. Les gens ont la mémoire courte. Mais Rebecca en savait plus. Dans la communauté artistique très unie de Dallas, la réputation était primordiale. Peut-être devrais-je te vendre ma part et recommencer ailleurs. Ne prends pas de grandes décisions pour l'instant. Voyons comment les choses se calment. Ils ont essayé la thérapie de couple. La docteure Patricia Martinez était une spécialiste des traumatismes qui avait travaillé avec des couples confrontés à l'agression et à la violence domestique. Ce que je constate ici, a expliqué la docteure Martinez lors de leur 3e séance, c'est que vous avez tous les deux été traumatisés par le même événement, mais de différentes manières. Jake, vous faites face à la violation de la confiance et au choc de votre propre capacité à laver. Violence. Rebecca, vous traitez à la fois l'agression et le sentiment que votre mari ne peut pas entièrement soutenir. Jake se tortillait inconfortablement sur sa chaise. Je la soutiens, c'est vrai. Je crois ce qui lui est arrivé, mais on ne peut pas la séparer de son image dans ce lit. Le docteur Martinez observa, chaque fois que je ferme les yeux, je vois cette photo. Je sais que ce n'est pas rationnel. Je sais qu'elle a été droguée et manipulée, mais je n'arrive pas à faire disparaître cette image. La voix de Rebecca était à peine un murmure. Et je ne peux pas oublier de t'avoir vu debout au-dessus du corps inconscient de Sébastien. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur aussi, admit Jake. J'ai passé toute ma vie d'adulte à maîtriser cette colère. En un instant, j'ai jeté par la fenêtre tout ce que mon père m'avait appris sur le fait d'être un homme. Le docteur Martinez se pencha en avant. Jake, tu as aussi été manipulé par Sébastien. Il a délibérément déclenché tes instincts protecteurs et ta jalousie. Ta réaction a été extrême, mais elle était aussi prévisible. C'est exactement ce qu'il voulait qu'il se passe. Au cours des mois suivants, ils firent quelques progrès. Rebecca comprit intellectuellement que la réaction de Jake venait de l'amour et de la protection, et non de la méfiance. Jake comprit que Rebecca était une victime, et non une participante. Mais comprendre et guérir sont deux choses différentes. Jake se surprenait à vérifier le téléphone de Rebecca, à questionner son emploi du temps, à se méfier de tout contact masculin. Rebecca, elle, marchait sur des œufs, surexpliquait ses activités, se sentant comme si elle était jugée dans son propre mariage. J'ai l'impression d'être punie pour quelque chose que je n'ai pas fait, dit Rebecca lors d'une séance particulièrement difficile, et j'ai l'impression de ne plus pouvoir faire confiance à mon propre jugement, répondit Jake. Si je n'ai pas pu protéger ma femme de cela, quel genre de mari suis-je? Le docteur Martinez tenta diverses approches, thérapie individuelle, séances de groupe, et même une retraite d'un week-end pour les couples confrontés à un traumatisme. Certaines techniques aidèrent temporairement, mais le dommage fondamental semblait irréparable. Le point de rupture arriva, ironiquement, un jour où ils faisaient tous deux de leur mieux. C'était un samedi matin au début de l'automne, près de 8 mois après Austin. Rebecca avait préparé le petit déjeuner préféré de Jake, et ils étaient assis sur leur terrasse arrière, essayant d'avoir une conversation normale. Les Henderson nous ont invités à leur fête d'anniversaire le week-end prochain, mentionna Rebecca d'un ton désinvolte. La réponse immédiate de Jake fut de la suspicion. Y aura-t-il beaucoup de monde de tes contacts de théâtre là-bas? Rebecca posa sa tasse de café. Jake, c'est exactement de ça que je parle. Les Henderson sont nos voisins. Nous les connaissons depuis 3 ans. Mais parce que je l'ai mentionné,
tu assumes immédiatement qu'il y a un motif caché. Je n'assumais rien. Je demandais juste. Non, tu interrogeais. Il y a une différence. Jake réalisa qu'elle avait raison. Et cette prise de conscience l'écrasa. Je suis désolé. Je ne sais pas comment dépasser ça. Peut-être que c'est la réponse, dit Rebecca doucement. Peut-être que nous ne pouvons pas dépasser ça. La conversation qui suivit fut la plus honnête qu'ils aient eue depuis Austin. Ils reconnurent qu'ils s'aimaient encore tous les deux, mais ils réalisèrent aussi que l'amour n'était pas suffisant pour surmonter le traumatisme qui avait infecté leur relation. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à me sentir sous enquête, dit Rebecca. Et je ne veux pas passer le reste de ma vie à être le genre d'homme qui enquête sur sa femme, répondit Jake. Cet après-midi-là, Rebecca fit sa valise et emménagea chez Sophia. 3 jours plus tard, elle déposa une demande de séparation légale. Le processus de divorce dura 8 mois et fut mené avec autant de dignité que possible dans ces circonstances. Jake s'assura que Rebecca reçoive la moitié de tout, y compris une compensation qui lui permettrait de prendre un nouveau départ où elle le choisirait. Lors de leur dernière rencontre au bureau de l'avocat, ils parlèrent en privé pendant quelques minutes. « Je veux que tu saches, dit Rebecca, que je comprends pourquoi tu n'as pas pu t'en remettre. Je ne te blâme pas pour cela, et j'espère que tu pourras te pardonner ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu me protégeais, même si ça a été trop loin. » Jake hocha la tête, incapable de parler un instant. Finalement, il parvint à dire « Je veux que tu saches que je te crois. Je t'ai toujours cru. Je n'arrivais juste pas à te séparer de ce qu'il a fait. C'était mon échec, pas le tien. » Ils se séparèrent par une poignée de main et des vœux mutuels de bonheur. Ce fut peut-être la conversation la plus mature de toute leur relation. Rebecca déménagea à Austin 6 semaines plus tard. On lui avait proposé un poste d'enseignante dans une petite compagnie de théâtre, et la ville lui semblait être un endroit où elle pourrait prendre un nouveau départ sans les rappels constants de Dallas. Jake resta à Dallas, travaillant de longues heures pour reconstruire les centres de fitness Harrison. Cela prit 2 ans, mais il finit par regagner la plupart des contrats d'entreprise perdus et ouvrit plusieurs nouveaux sites. Le succès, cependant, lui semblait vide sans quelqu'un avec qui le partager. La carrière de Sébastien ne se remit jamais. La rumeur de ce qui s'était réellement passé s'était répandue dans la communauté théâtrale du Texas, même sans accusation formelle. Il se retrouva de plus en plus inemployable dans l'État et finit par déménager à Los Angeles. 3 ans plus tard, il mourut dans un accident de voiture, prétendument sous l'influence de l'alcool. Ni Jake ni Rebecca n'assistèrent à ses funérailles, bien qu'ils aient tous deux appris son décès par des connaissances communes. Ils ne ressentirent aucune satisfaction face à sa fin tragique, seulement le sentiment que l'homme qui avait détruit leur mariage s'était finalement aussi détruit lui-même. Rebecca, jouant dans de petits théâtres d'Austin et enseignant à la prochaine génération d'acteurs, voyait parfois un homme grand dans le public et sentait son cœur s'emballer, pensant un instant que Jake était venu la voir jouer. Mais ce n'était jamais lui. Ils avaient tous deux appris que l'amour, aussi profond soit-il, n'est pas toujours suffisant pour surmonter une trahison. Même lorsque la trahison vient de l'extérieur de la relation, la confiance, une fois brisée, peut parfois être réparée, mais les fissures restent toujours visibles, et parfois ces fissures deviennent trop larges pour être comblées.